Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de Seyed Marandi, professeur, analyste et ancien conseiller de l'équipe de négociation nucléaire de l'Iran. Je voulais discuter avec vous aujourd'hui de ce qui se passe au Yémen. Comme nous le voyons maintenant, les États-Unis bombardent le Yémen. Et nous voyons également une rhétorique très agressive et belliqueuse de la part de Trump, qui s'est dans le passé présenté comme la personne qui tiendrait l'Amérique à l'écart de ces guerres dans cette partie du monde. Cependant, nous voyons aussi que le Yémen est sous attaque étrangère depuis 2015, dirigé par les États-Unis et les Britanniques, mais aussi avec divers voisins arabes. Mais étant donné qu'il est en guerre depuis tant d'années, quelle est la probabilité maintenant que les États-Unis réussissent? Et aussi, comment pouvons-nous expliquer ou comprendre dans quelle mesure le Yémen a réussi à se défendre? Je ne pense pas qu'il va réussir. Je parle de Trump. Comme vous l'avez justement souligné, il y a eu une décennie de guerre et de génocide visant le Yémen. Et nous voyons qu'Ansarullah, ce qu'ils appellent les Houthis en Occident, et leurs alliés restent au pouvoir. L'écrasante majorité du peuple yéménite vit dans des zones contrôlées par Ansarullah et ses alliés. La capitale, Sanaa, est également contrôlée par cette coalition. Donc, ils sont le gouvernement. Les Saoudiens ont littéralement dépensé des centaines de milliards de dollars. Et j'imagine que les Émiratis ont dépensé presque autant, sinon tout autant, pour les renverser, en construisant des armées par procuration, en les bombardant jour et nuit. Et c'est, je pense, un enjeu clé. Ils ont littéralement bombardé le Yémen 24 heures sur 24 pendant 7 ans et détruit l'infrastructure du pays. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué à renverser le gouvernement et à vaincre Ansarullah. À la fin de la guerre, il y a environ 3 ans, les Saoudiens ont dû accepter ou chercher un cessez-le-feu parce que le Yémen devenait plus fort, et ses capacités en missiles et drones devenaient également beaucoup plus puissantes. Ils ont commencé à frapper le pétrole saoudien et d'autres infrastructures clés. D'après ce que je comprends, la capacité de production pétrolière saoudienne n'a jamais complètement récupéré, même à ce jour. Elle n'a plus la capacité qu'elle avait auparavant, à cause des dommages causés par les capacités de missiles et de drones yéménites. Alors, nous avons vu les Américains au début du génocide à Gaza. Ils ont commencé à bombarder le Yémen, parce que le Yémen avait déclaré qu'il allait bloquer la mer Rouge pour le régime israélien, jusqu'à ce que le génocide cesse. Et l'équipe de Biden a décidé de détruire les capacités du Yémen et de détruire Ansarullah, similaire à ce que Trump dit maintenant. Mais ils ont également échoué. Ils ont bombardé le pays pendant 1 an et demi. Et nous devons garder à l'esprit que lorsque les Saoudiens bombardaient, ils dépensaient des centaines de milliards de dollars et ils utilisaient leurs propres bases aériennes. Donc cela leur coûtait moins cher. Et ils avaient beaucoup plus d'argent. Et il y avait des conseillers américains et surtout britanniques. Il y avait des gens de tout l'Occident. Des armes arrivaient. Des conseillers arrivaient. Les industries militaires occidentales ont fait un massacre, littéralement, et aucun succès. Donc maintenant, après que les Saoudiens avec le soutien occidental ont échoué, après que Biden a échoué, maintenant Trump pense qu'il va réussir. Je ne vois pas cela se produire. Cela va être coûteux. Nous voyons déjà que les Américains ont été contraints de déplacer leurs navires de guerre au nord de la mer Rouge. Cela rend toute campagne de bombardement plus chère et plus coûteuse. Et si les Américains cherchent à se défendre, ils vont devoir utiliser des systèmes de défense antimissiles très coûteux contre des drones et des missiles très peu coûteux, mais de haute technologie. Donc, cela va coûter beaucoup à l'économie américaine. A lot. I mean, it's not like Ukraine,
Je veux dire, ce n'est pas comme l'Ukraine, mais dans les circonstances actuelles où les États-Unis rencontrent de nombreux problèmes économiques, et alors que nous voyons que la guerre en Ukraine ne se termine pas aussi facilement que Trump l'aurait espéré, je pense que ça va être important. Mais plus important encore, je pense que le fait est que lorsque Trump échouera finalement, il sera perçu comme incapable parce que Biden n'a jamais fait les déclarations ouvertes qu'il va dire « c'est la fin et nous allons les achever ». Et vous savez, ils en ont fini. Ils étaient très agressifs. Ils ont essayé de vaincre les forces armées yéménites, mais ils n'ont pas pu ouvrir la mer Rouge. En fait, les forces armées yéménites ont élargi le siège à cause des attaques américaines et britanniques. Je ne pense pas que Trump fera beaucoup mieux que Biden, et je pense qu'il va juste faire face à une humiliation ultime. Mais aussi, Trump a détruit ce petit peu de pouvoir dû qu'il avait acquis pour lui-même lorsqu'il s'est présenté comme un pacificateur. Certains de nos amis communs, je pense, ne disaient pas qu'ils le croyaient, mais ils espéraient peut-être qu'il serait différent. Scott Ritter, par exemple, espérait que ce serait différent. Je comprends, je ne pensais pas qu'il serait différent, mais je comprends pourquoi il penserait ainsi et pourquoi il espérerait, contre toute attente, que Trump se comporterait différemment. Mais après ce que nous avons vu à Gaza et le massacre de masse que nous avons observé ces dernières heures, ainsi que les frappes génocidaires au Yémen qui ont tué des femmes et des enfants, cette façade a été mise de côté. Et ce n'est pas bon pour Trump. Ce n'est pas bon pour les États-Unis. Et je pense que cela ne va pas être bon pour Trump à l'intérieur des États-Unis. Ses opposants n'ont rien fait pour aider les habitants du Yémen ou de Gaza. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui voudront utiliser cela, toute opportunité, pour riposter contre Trump dans l'establishment politique. Et bien sûr, il y a beaucoup de mécontentement dans les rues de toute façon, à propos du régime israélien et de la politicienne dans notre région. Donc je ne pense pas que tout cela soit bon pour Trump. Je ne le vois pas réussir non plus. Je pense qu'il pourrait se piéger lui-même en tenant un discours aussi ambitieux et en se laissant ensuite très peu de moyens de s'en écarter. Mais en termes de simple, je suppose, armement, comment est le Yémen? Est-ce la mobilité de ses armes? Est-ce les installations de stockage souterraines? Comment pouvez-vous expliquer l'incapacité de ces campagnes aériennes à avoir un impact significatif sur les capacités de combat du Yémen? Le Yémen est d'une certaine manière similaire à Gaza, en ce sens qu'Ansarullah contrôle le territoire. La majeure partie du Yémen, qui n'est pas un désert où les gens peuvent réellement vivre et prospérer, est contrôlée par Ansarullah ou les Houthis, comme on les appelle en Occident. Pas tout, mais la plupart, y compris la capitale. Ainsi, une énorme population et une vaste zone montagneuse sont contrôlées par ces forces. Ils disent qu'ils imposent la Convention sur le génocide. Ils bloquent la mer Rouge afin de forcer le régime israélien à arrêter le génocide. En particulier, ils voulaient arrêter le siège de la famine, qui a commencé il y a 16 ou 17 jours. C'est pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Le régime israélien a bloqué toute nourriture, médicaments, eau et électricité d'entrée à Gaza, en violation de l'accord de cessez-le-feu. Et donc, ils ont cessé de cibler les navires se rendant dans les ports israéliens en raison du cessez-le-feu. Puis, lorsqu'ils ont vu le siège de la famine mis en œuvre par les Israéliens, ils ont menacé de le reprendre. Lorsque les Israéliens n'ont pas arrêté le siège, ils ont commencé cette nouvelle phase de blocage des navires israéliens. Ils ont ce vaste territoire, c'est montagneux. Mais aussi, ils se battent depuis 10 ans contre des entités dotées de puissantes forces aériennes. Je veux dire, les Saoudiens ont une énorme force aérienne. Les Émiratis, les Américains, bien sûr, et les Britanniques, pas vraiment,
mais ils sont le faire-valoir de l'Amérique. Le régime israélien également. Au fil des ans, ils ont construit toutes leurs installations clés profondément sous terre. Mais ils sont similaires à Gaza en ce qu'ils ont un contrôle total. Contrairement au Liban, où le Hezbollah avait un énorme désavantage, à savoir que le Hezbollah n'a jamais contrôlé le Liban. Le Liban compte plus de 40 ambassades occidentales, environ 40 ambassades occidentales, et vous avez le Japon et la Corée et d'autres ambassades qui sont très proches de l'Occident. Toutes celles-ci sont plus ou moins utilisées par les États-Unis pour recueillir des renseignements ou ont été utilisées au cours des dernières décennies pour recueillir des renseignements. Vous avez toutes ces ONG. Je ne pense pas qu'il y ait un pays dans le monde qui se compare au Liban en termes de montant d'argent dépensé pour les ONG par rapport à la population, même en Ukraine. Je suis assez sûr qu'au Liban, ils dépensent beaucoup plus. Donc, toutes ces ONG sont contre le Hezbollah. Vous avez toutes ces agences de renseignement. Et ensuite, vous avez ces groupes politiques, comme les forces libanaises, qui étaient partenaires avec le régime israélien, lorsque, en 1982, ils ont envahi le pays et pris Beyrouth. Ce sont eux, entre autres, qui ont perpétré le massacre de Sabra et Shatila, où 3500 Palestiniens et chiites libanais ont été massacrés en environ 36 heures en 1982. Vous avez donc ces groupes fascistes alignés avec les ambassades occidentales. Vous avez tout cet argent. Ainsi, le Hezbollah a toujours été vulnérable parce que l'ennemi, les Israéliens, pouvaient toujours obtenir des renseignements de l'intérieur du Liban très facilement. À Gaza, ce n'est pas le cas, parce que Gaza est contrôlé de l'intérieur par le Hamas et ses alliés, le djihad islamique, et il est plus difficile pour le régime israélien de recueillir des renseignements. Les personnes qui travaillent en Israël, ou qui travaillaient en Israël, des Palestiniens, certains d'entre eux seraient forcés d'espionner pour les Israéliens. Mais en tout cas, au Yémen, c'est comme à Gaza, où Ansarullah a le contrôle de cette zone. Il est donc très difficile pour les Américains d'obtenir le type de renseignements qu'ils ont au Liban. Il leur est très difficile de savoir exactement ce qui se passe au Yémen. Ils ont donc toutes leurs installations clés profondément sous terre. Ils ont le contrôle de la zone. L'Occident n'a pas la capacité d'avoir beaucoup de personnes sur le terrain pour recueillir des renseignements, et ils sont devenus de plus en plus sophistiqués. Ils sont un peuple sophistiqué. Le Yémen avait de très bonnes universités et a de très bons jeunes étudiants et chercheurs. Je suis absolument certain que les Iraniens leur ont donné beaucoup d'assistance et d'aide pour faire avancer leurs capacités. Donc cette capacité existait et les Iraniens les ont aidés à se développer davantage. Et donc, je pense qu'il est littéralement impossible pour les Américains de vaincre le Yémen, à moins que les Américains ne décident d'envahir le pays et d'y mettre 1 million de personnes, 700 000 personnes, pour envahir le Yémen. Je ne pense pas que ce soit possible pour les États-Unis aujourd'hui. Cette époque est révolue. Les États-Unis n'ont pas ce genre d'argent et ils n'ont pas non plus la volonté politique. Donc les Américains peuvent continuer à bombarder, mais les Yéménites savent comment utiliser des leurs. Une grande partie des bombardements, sinon la plupart, est simplement effectuée contre des leurs. Les capacités radar, les capacités de missiles et les capacités de drones des Yéménites sont mobiles. Ils sortent de sous terre, trouvent leur cible, tirent dessus, puis retournent. Les Américains ne peuvent vraiment rien y faire. Puisque les Yéménites sont capables de frapper les Américains pour protéger leurs navires et avions, les Américains doivent s'éloigner vers le nord de la mer Rouge. Cela rend le survol du Yémen beaucoup plus coûteux et difficile, et il leur faut plus de temps pour trouver des cibles.
S'ils tirent des missiles, il leur faut plus de temps pour trouver l'endroit d'où le missile ou les drones ont été tirés, pour s'y rendre et frapper. Les Yéménites sont donc en position de force. Et bien sûr, les Américains vont tuer des gens. Ils vont tuer, et ils ont tué des femmes et des enfants. Mais je ne vois pas de succès du tout. Personnellement, je pense qu'il y a aussi quelques autres interprétations que nous pouvons ajouter ici. L'une est que je pense que les États-Unis utilisent cette guerre au Yémen pour aider le régime israélien. Mais aussi, je pense que Trump l'utilise peut-être pour détourner l'attention de son manque de succès avec les Russes, car comme nous l'avons vu dans les négociations à partir des comptes rendus, il semble que le président Poutine n'ait vraiment rien concédé. Même l'accord de ne pas frapper les cibles de production d'énergie pendant 30 jours, ce n'est pas vraiment une concession. Je pense que c'est juste un geste symbolique pour permettre à Trump de sauver la face. Non pas qu'il n'y ait pas une chance pour la paix, mais je pense que cela va se faire dans des circonstances beaucoup plus difficiles pour Trump qu'il ne l'avait peut-être prévu. Je pense que les Russes vont obtenir plus ou moins ce qu'ils veulent. Et donc, cela pourrait être une distraction pour montrer les Américains comme étant durs, vous savez, comme le Groenland et le Canada, le Panama. Mais je pense que c'est aussi probablement dirigé principalement contre l'Iran. Les États-Unis ne veulent pas frapper l'Iran parce que les conséquences seraient inimaginables. Je pense que cela ferait s'effondrer l'économie mondiale d'une manière que nous n'avons pas vue depuis un siècle. Mais en frappant le Yémen, les Américains peuvent augmenter les tensions et espérer, de leur point de vue, intimider l'Iran pour qu'il recule, ce qui n'arrivera pas. L'Iran continuera de soutenir le Yémen. L'Iran continuera de soutenir le Liban, Gaza, la Cisjordanie et les groupes palestiniens. Cela ne va pas changer. Mais personnellement, je ne pense pas que les Américains veuillent la guerre avec l'Iran. Netanyahou, j'en suis sûr, le veut. Mais je pense qu'il y a suffisamment de personnes sensées au Pentagone qui comprennent les conséquences d'une guerre avec l'Iran. Quand ils ne peuvent pas vaincre le Yémen, l'Iran est infiniment plus capable et puissant. Et le Golfe Persique est composé de ces petits États ou régimes ou de ces dictatures familiales qui ont d'énormes réserves de pétrole et de gaz. Ils n'existeraient plus après quelques jours de missiles et de drones allant et venant. Ce serait la fin de ces régimes. Le Qatar a une population de 350 000 habitants. La majorité des gens là-bas sont des étrangers. Il en va de même pour les Émirats. Ils ont des bases américaines. Ils ne dureront pas. La production de pétrole saoudienne, les pétroliers dans le Golfe Persique, la production de gaz, le Koweït, tout prendrait fin. Ce sont des palais de verre. Ce sont des manoirs de verre. Lorsqu'ils ont des bases américaines, ils sont complices. Ils ont été complices avec le Yémen. Les Yéménites ont dit qu'ils utilisent les bases aériennes dans la région du Golfe Persique, les Américains, et bien sûr l'espace aérien saoudien. Et puis les Yéménites, pas le gouvernement, mais les experts qui passaient dans les médias au Yémen, ont commencé à dire que ceux qui aident les États-Unis, c'est-à-dire le Qatar, Bahreïn, les Émirats et les Saoudiens dans le bombardement du Yémen, devraient se méfier. Donc vous savez, ils sont complètement vulnérables, non seulement de l'Iran, mais de tous les côtés. Je ne pense pas que les Américains veuillent une guerre avec l'Iran, mais le Yémen est la meilleure alternative. J'ai remarqué que le gouvernement américain, ainsi que la couverture médiatique, se réfèrent constamment au Yémen simplement comme les Houthis ou des terroristes ou des proxys de l'Iran. Alors, comment interprétez-vous cela? Est-ce juste un effort pour priver le Yémen de toute autonomie ou comment interprétez-vous cela? Oui,
Donc les Houthis sont souvent qualifiés de proxys terroristes du régime iranien. Mais tout d'abord, ce ne sont pas seulement les Houthis. Les Houthis sont une tribu puissante au Yémen. Mais Ansarullah est bien plus large que cette seule tribu. Ansarullah et ses alliés constituent la grande majorité du pays. S'ils n'avaient pas le soutien populaire, ils n'auraient pas pu durer sous 7 ans de guerre sale saoudienne. Les Saoudiens payaient des tribus pour changer de camp, payaient des gens pour se retourner contre eux. Ils avaient énormément d'argent, et le Yémen est le pays le plus pauvre du monde arabe. Mais ils ont échoué. Et bien sûr, l'argent émirati et leur armée travaillaient aux côtés des Saoudiens. Si ce n'était que des proxys, ils ne pourraient pas durer, surtout à un moment où l'Iran était sous pression maximale. Les sanctions de pression maximale sur l'Iran visaient en partie, selon Trump et Obama avant lui, à empêcher l'Iran de financer ses soi-disant proxys. Eh bien, l'Iran était sous pression maximale. Les Saoudiens et les Émiratis, avec le plein soutien occidental, attaquaient le pays, mais ils ont échoué. Ce n'est pas un proxy, c'est un mouvement populaire. Et donc ils ont une autonomie. Et vous avez tout à fait raison. Ils veulent leur nier cette autonomie. Les Iraniens ne leur donnent pas d'ordre. Les Iraniens ne donnent pas d'ordre au Hezbollah, au Hamas, au Jihad islamique ou aux forces de mobilisation populaire irakiennes. Ce sont des alliés. Ils ont des visions du monde similaires. Ils sont anti-impérialistes, anticolonialistes et s'opposent à l'hégémonie américaine. Ces différentes entités avec des origines, des cultures, des sectes et des croyances religieuses différentes se sont réunies et unies de cette manière. Ainsi, le Yémen prend ses propres décisions. L'Iran le soutient. L'Iran continuera de le soutenir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les Américains et les Européens veulent le présenter sous un autre jour, parce que cela les avantage. Cela aide à construire un récit. Mais le problème est que, comme dans de nombreux autres cas, et c'est quelque chose dont vous êtes expert, lorsqu'ils encadrent les choses, ils croient à leur propre propagande. Par exemple, l'USAID finance des personnes, ou le NED finance des personnes et des organisations pour construire un récit particulier. Ensuite, ces organisations commencent à donner de l'argent aux sénateurs, aux membres du Congrès et à d'autres personnes influentes pour des discours et pour participer à des programmes. Et l'argent qui vient du gouvernement retourne au gouvernement. Ils leur disent ce qui se passe, mais le récit qu'ils construisent vient du gouvernement lui-même. Donc c'est un cercle. Le récit est faux. Ils croient à leur propre propagande. Et ils ont également un intérêt personnel à poursuivre ce récit parce qu'ils reçoivent de l'argent. Et les personnes qui les payent reçoivent également de l'argent des groupes, des ONG. Donc, vous savez, au bout d'un moment, ils croient à leur propagande, que ce soit à propos de l'Ukraine, du Liban, de la Palestine, du Yémen ou de l'Iran. Cela ne fait vraiment aucune différence. C'est ainsi que le système fonctionne, ou du moins c'est ainsi qu'une partie du système fonctionne. Et donc, il leur est utile de dire que, eh bien, le Yémen n'a pas d'autonomie. Ils ne sont pas légitimes. Ce ne sont que des proxys. Donc les bombarder est en quelque sorte légitime. Ils ne devraient pas être là. Ce sont une bande de terroristes. Ce sont des pirates. Et quand nous les bombardons, nous faisons la bonne chose. Oui, c'est drôle que vous mentionniez l'Ukraine dans ce contexte, parce que nous avons fait la même chose aux gens du Donbass. C'est-à-dire, eh bien, avant que les pays occidentaux ne soutiennent le renversement de Yanukovych en 2014, il était largement reconnu que, vous savez, un directeur de la CIA et divers ambassadeurs comprenaient que si vous essayez de rapprocher l'Ukraine de l'orbite de l'OTAN, alors le Donbass se rebellerait probablement parce qu'environ 90% d'entre eux avaient voté pour Yanukovych. Pourtant, une fois qu'il a été renversé, le prévisible s'est produit.
Il y a eu là aussi un soulèvement très organique. Je suis sûr qu'ils ont eu le soutien de la Russie. Mais ensuite, oui, le récit immédiat était, eh bien, il n'y avait pas d'agence. Personne ne parlait des Ukrainiens. Parce que pourquoi parler des griefs légitimes, des gens qui ont vu leur gouvernement démocratiquement élu renversé et qui ont commencé à interdire leur langue et leur culture? Donc, ils sont tous devenus, presque du jour au lendemain, de simples proxys de la Russie. Ils n'avaient pas de libre arbitre. Ils étaient juste des instruments de pouvoir, avec Poutine, assis au Kremlin, tirant les ficelles et faisant bouger les choses. Et comme vous l'avez dit, tous les médias ont simplement alimenté cela. Tous les politiciens l'ont répété. Et quand vous finissez par venir contester ce récit et même pointer les preuves de ce qu'il disait avant 2014, alors c'est comme, eh bien c'est un peu controversé parce que il y a un consensus. Tout le monde dit la même chose. Et si vous le contestez, alors vous êtes en dehors du récit. Donc maintenant, c'est controversé, et nous n'écoutons pas les personnes controversées. Et je pense que c'est un problème clé, que ce n'est pas seulement trompeur. Je pensais cela avant, mais ils croient vraiment à leurs propres absurdités et à leur propre propagande. Je pense que c'est très dangereux et aussi problématique. Si vous pensez que frapper Téhéran va d'une manière ou d'une autre changer l'attitude au Yémen, c'est assez étrange. Mais avant que vous ne mentionniez, il y a un autre bon exemple sur l'Ukraine à ajouter à cela. Et c'est qu'après le coup d'État, pendant au moins 3 ou 4 ans, vous verriez régulièrement des cas où les médias occidentaux disaient que l'Ukraine avait un problème nazi ou un problème néo-nazi. Le bataillon Azov était parfois mentionné dans des articles en Occident. Mais ensuite, après le début de la guerre, cela a complètement changé. La guerre était non provoquée et il n'y avait plus de discussion sur un quelconque problème nazi en Ukraine. Ainsi, le récit est étroitement contrôlé et les médias et l'État travaillent tous en étroite coopération, bien plus que je ne le croyais il y a des décennies. Lorsque Chomsky a écrit « La fabrication du consentement », qui était un très bon livre, la situation dans les médias était comme il l'a souligné, qu'il y avait dans une large mesure cette coopération entre la richesse, l'État et les médias. Mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, je pense que le travail très important de Chomsky est très dépassé aujourd'hui. Non, la partie la plus intéressante est le financement de tout cela. L'USAID et ses autres institutions voient à quel point elles ont été profondément impliquées dans la création de ces faux récits. Mais en ce qui concerne le Yémen, vous avez mentionné que depuis 2015, les Saoudiens étaient assez profondément impliqués dans cela. Mais depuis, également, en lien avec la recherche d'amélioration des relations avec l'Iran, ils ont pris du recul par rapport à cette entreprise coûteuse et, je suppose, destructrice. Mais voyez-vous des possibilités pour les États-Unis de réussir à amener les Saoudiens à relancer directement les hostilités envers le Yémen? Ou pensez-vous que cela est peu probable? L'Arabie saoudite est très vulnérable et le Yémen peut détruire la production pétrolière saoudienne très facilement. Ses capacités aujourd'hui sont bien meilleures qu'elles ne l'étaient il y a 3 ou 4 ans. La production pétrolière saoudienne est très importante pour la stabilité énergétique mondiale. Donc, je ne pense pas que les Américains voudraient pousser cela trop loin parce qu'ils comprennent les conséquences. Et je suis sûr que les Saoudiens ne sont pas intéressés par cela non plus. Les Saoudiens ont été très rapides à dire qu'ils n'ont pas, je pense qu'ils ont dit que, mais ils ont utilisé l'espace aérien saoudien. Pourtant, je pense que les Saoudiens voudraient rester en dehors de cela.
would want to stay out of this. And I think that the Saudis Et je pense que les Saoudiens sont tellement vulnérables que les Américains, du moins les personnes sensées à Washington, sinistres mais sensées, ne voudraient probablement pas que les Saoudiens s'impliquent militairement, ou du moins pas trop. Encore une fois, je ne crois pas que les États-Unis, ceux du Pentagone qui connaissent la réalité, voudraient une guerre avec l'Iran. Et je ne pense pas que les mêmes types de personnes voudraient que les Saoudiens s'impliquent de manière importante au Yémen. Ce serait tout simplement dévastateur, car le Yémen aurait une excuse pour détruire les installations pétrolières saoudiennes, ce qui entraînerait une dépression économique mondiale. oil installations, and that would mean a global economic depression.